bienvenue dans Correspondant. Comment les journalistes de la presse étrangère perçoivent-ils la politique française et les choix de nos dirigeants? C'est un week-end où il y a fort à dire, comme depuis quelques semaines. On est ensemble pour une demi-heure. Vue de l'étranger ce matin, la méthode Barnier. Nos invités pour en parler, Alberto Toscano, écrivain, ancien correspondant pour l'agence italienne AGA, vous êtes aussi correspondant pour la radio radicale italienne et ancien président du club de la presse européenne. Juan José Dorado, correspondant pour la télévision espagnole Hispan TV et La Région, c'est ça? Tout à fait. Et Christophe Gillet, grand reporter pour RTL Belgique. Merci aussi Christophe d'être avec nous ce matin. Michel Barnier, un Premier ministre pour quelle coalition? C'est la question sur laquelle on a envie d'avoir votre avis de journaliste de la presse et des médias étrangers. On va d'abord regarder avec Louisanne Delaune combien de temps la France peut rester sans gouvernement maintenant qu'on a un Premier ministre, et on en parle après. Les consultations se poursuivent pour tenter de composer le nouveau gouvernement. Michel Barnier rencontrait hier la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Objectif, sonder et s'accorder pour éviter la censure. Et s'il affirme qu'il prendra tout le temps nécessaire, le calendrier politique, lui, est pressant. Il n'y a plus beaucoup de temps aujourd'hui parce que le budget, parce que des dossiers qui se sont empilés sur le bureau du Premier ministre, et puis parce que son prédécesseur n'a eu que 8 mois. Et que là aussi, 8 mois, finalement, c'est une espèce de rythme qui n'est pas compatible avec aussi l'action publique. Il y a eu des élections au milieu, un été, les Jeux Olympiques, il faut agir maintenant. Le Premier ministre a déjà écarté le Rassemblement national et la France insoumise pour participer au gouvernement, mais souhaite former une coalition au centre. Une proposition qui est loin de convaincre. Pour moi, jamais, au grand jamais, dans mon parcours et dans ma vie, je travaillerai avec un Premier ministre qui aurait l'aval du Rassemblement national. Ce matin, c'est le groupe Horizon emmené par Édouard Philippe qui est attendu à Matignon pour tenter d'avancer sur la feuille de route. Christophe Gillet, pour les Belges, 51 jours d'attente avant d'avoir un Premier ministre et éventuellement encore quelques jours ou quelques semaines pour avoir un gouvernement au complet, ces petits joueurs? C'est très très court. Alors notre record un peu excessif, c'est 541 jours au début des années 2010, mais là en ce moment on a aussi un gouvernement en affaires courantes, mais depuis le 9 juin, parce que les élections législatives avaient lieu en même temps que les européennes. Ça pose aucun problème, il y a ce qu'on appelle un formateur, alors c'est différent d'un Premier ministre, formateur c'est quelqu'un qui est là uniquement pour former le gouvernement, mais c'est le chef du premier parti qui est arrivé aux élections législatives. Il doit rendre son rapport au roi le 23 septembre, mais comme il va y avoir des municipales en Belgique début octobre, on pense qu'il y aura un gouvernement en mi-octobre. Mais ça ne choque personne en Belgique. Chez les Français, on se dit, oh là là, c'est inédit, c'est incroyable. Mais aux Pays-Bas, c'est pareil. Le dernier gouvernement hollandais, il a fallu 222 jours pour le former. Voilà. Alberto, en Italie, c'est un peu pareil, on peut prendre son temps. Non, c'est pareil et c'est différent, dans le sens qu'en Italie ou dans les Pays-Bas ou ailleurs, quand on perd du temps, passons à l'Allemagne, il y a eu des mois en Allemagne avant que l'actuel gouvernement soit composé. Mais la période est utilisée pour former un gouvernement. Il y a des mandats à quelqu'un qui s'appelle formateur, qui s'appelle Premier ministre provisoire, candidat, tout ça, qui est quelqu'un qui travaille pour former un gouvernement. En France, 2 mois ont été perdus pour rien. Il y a cette période française absolument inconcevable. On dit qu'il y a eu les Jeux Olympiques, mais alors ça aurait été beaucoup mieux de faire les élections anticipées après les Jeux Olympiques. Il y a eu cette période bizarre où la France a continué à vivre avec un gouvernement qui était théoriquement pour les affaires courantes et qui en même temps prenait des décisions stratégiques. Parce que le renversement de la politique étrangère française vis-à-vis du Maghreb, avec l'accord avec le Maroc et la crise avec l'Algérie, est une décision stratégique. Donc, cette situation française laisse aujourd'hui des traces, et ces traces augmente les tensions du pays à un moment où le pays doit faire des choix à la veille du... Est-ce que c'est possible qu'on soit obligé de partir à Hénin-Beaumont en direct, voir un petit peu les déambulations? Je peux faire mes bagages. Marine Le Pen, non, je vous préviens que je risque de vous couper peut-être un peu abruptement au cours de l'émission pour partir à Hénin-Beaumont. Écoutez Marine Le Pen, mais c'est pas grave parce que ça permet de nourrir le débat et c'est tout à fait dans le thème du jour. En attendant, Juan José, est-ce que c'est envisageable en Espagne par exemple d'avoir une coalition de gauche qui remporte le plus grand nombre de suffrages à des législatives, un parti
parti d'extrême droite qui à lui seul forme le plus gros groupe à l'Assemblée, et un Premier ministre LR dont la famille politique a fait 6% et a remporté une quarantaine de sièges. On va aller voir Marine Le Pen, comme je vous l'avais dit, et puis on se reparle de ça juste après. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont en ouverture de sa saison parlementaire. Écoutez, ces premières prises de parole me paraissent correspondre à l'homme qu'il est, c'est-à-dire qu'il a exprimé le fait qu'il souhaitait trouver un chemin, des compromis avec l'ensemble des forces politiques. Il a bien redit l'ensemble des forces politiques. C'est ce que nous attendions d'un Premier ministre. Et donc nous ne pouvons que nous réjouir que ce premier critère que nous avions exposé et qui consistait à ce que le futur Premier ministre soit respectueux des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national soit rempli. Maintenant, il y a évidemment la suite, et la suite, c'est que il soit également respectueux de ce que souhaitent les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Je rappelle également, et je le rappellerai tout à l'heure, qu'il ne faut pas que M. Barnier, malgré son attachement à une construction européenne où il a eu un rôle non négligeable, oublie les résultats des élections européennes. Parce que les résultats des élections européennes ont clairement indiqué que les Français étaient majoritairement opposés à la construction européenne actuelle, qu'ils étaient extrêmement critiques à son égard, et ils ont confié au Rassemblement national, avec 33% des voix, le soin de précisément impulser, y compris au niveau du gouvernement, un changement dans cette politique européenne. Vous avez dit qu'il était sous surveillance, comme Jordan Bardella, il est petit de même temps que vous. Il vous a répondu, Michel Barnier, il dit je suis sous surveillance de tous les Français. Oui, oui, c'est bien. Je suis heureuse qu'ils s'en rendent compte. Ça change un peu des premiers ministres précédents. Certes, il est sous surveillance de l'ensemble des Français et le Rassemblement national est une part importante de ces Français. Donc, le fait de dire que le gouvernement est sous surveillance n'est pas une menace. C'est un fait arithmétique. Et je crois que M. Barnier comprend cette arithmétique. Comment vous réagissez à la phrase de M. Barnier pour les 11 millions d'électeurs? Vous avez été consulté pendant tout le processus de nomination. Vous considérez comme un arbitre? Comment s'est passée les discussions que vous avez eues avec Emmanuel Macron? Mais non, enfin, je vous enjoins de ne pas croire ce qui est écrit dans les journaux. Ça permet de s'approcher de la vérité. De manière très claire et pas dissimulée, nous avons été reçus par Emmanuel Macron. Nous avons donné, encore une fois, quels étaient pour nous les critères, les conditions qui entraîneraient une non-censure immédiate de la part du Rassemblement national du Premier ministre qui serait choisi. À partir du moment où ces conditions, en tout cas pour l'instant, sont respectées, eh bien, nous respectons également notre part. Et de la même manière, j'ai eu un contact téléphonique avec Emmanuel Macron qui ne portait pas d'ailleurs sur le sujet de M. Barnier, et puis c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas choisi de Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron, et le national peut mettre en œuvre le projet du Rassemblement national. Bon, je considère que monsieur, comme beaucoup de Français, que M. Barnier est un homme respectueux, mais je n'oublie pas tout de même qu'il a fait l'intégralité de sa carrière dans une famille politique qui n'a fait que décevoir les Français par rapport aux promesses qui ont pu être faites par cette famille politique tout au long des décennies. Il s'est adressé à vous ce vendredi. Jeudi, à propos de M. Barnier, M. Macron qui voulait s'assurer que vous ne voteriez pas la censure a priori. J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que jeudi, vous avez eu un échange avec M. Macron qui s'inquiétait que vous ne vouliez pas la censure? Non. Non. Pas d'échange du tout à téléviser. Je n'ai pas eu d'échange avec Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous réagissez à la phrase de M. Barnier qui dit qu'il faut respecter les 11 millions d'électeurs du RN? Je ne peux que m'en réjouir, enfin, et c'est normal. On a perdu le sens de la normalité et du fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Je veux dire, il est parfaitement légitime qu'un Premier ministre respecte l'ensemble des forces politiques. Car le respect que je réclame, somme toute, pour le Rassemblement national,
je le respecte pour l'ensemble des forces politiques. L'Assemblée nationale est très imparfaitement représentative de l'ensemble des Français. Il est tout à fait naturel qu'un Premier ministre, particulièrement dans une situation telle que nous la connaissons, soit respectueux de l'ensemble des forces politiques. Mais c'est aussi un gage de succès, parce que vous imaginez bien que les discussions autour du budget vont être des discussions extrêmement compliquées, et il va devoir évidemment prendre langue avec l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale pour connaître les lignes rouges des uns et des autres, et ce sur quoi ils sont capables de faire des compromis. Donc vous imaginez que quelqu'un qui refuserait de parler au premier groupe de l'Assemblée nationale se mettrait lui-même immédiatement en situation d'échec. Est-ce que ça marque un changement par rapport à Gabriel Attal? Oui, clairement. Clairement, et d'ailleurs ce changement est apparu, si je puis me permettre, dès la passation de pouvoir. Madame Le Pen, bonjour, une question pour complément d'enquête. Si on verra bientôt le procès. Donc en fait, vous, c'est pas pour les informations, vous, c'est juste pour votre émission à vous. Êtes-vous inquiète à quelques jours de l'ouverture de ce procès? Non, je ne suis pas inquiète. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés, et nous allons l'expliquer aux magistrats, voilà, et durant de longues semaines où je serai présente, bien entendu. Les échanges de mails montrent que vous étiez pourtant au courant et que vous décidiez de tout. Monsieur, excusez-moi, mais vous n'allez pas faire le procès ici, dans la rue à Hénin-Beaumont, un procès qui va se dérouler sur 2 mois. Parce que ça, c'est une méthode qui est en même temps, qui viole en même temps la justice et qui viole aussi la déontologie journalistique. Je vous pose des questions. Ça ne va pas perturber votre rentrée politique et les 2 prochains mois, parce que vous allez être monopolisé par ce procès? Je vais faire en sorte de pouvoir être en même temps au procès et en même temps qui n'a lieu quand même que 3 après-midi par semaine. Ça laisse quand même du temps pour s'occuper de ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire la situation des Français, leur pouvoir d'achat, leur sécurité et le problème considérable que pose l'immigration hors contrôle. Vous encourez une telle inéligibilité, Madame Le Pen. Est-ce que votre avenir présidentiel se joue durant ce procès? Non, vous n'allez pas continuer comme ça. Je vous ai répondu gentiment, mais c'est bon. Mais encore une fois, moi je veux dire, je ne choisis pas des gens de droite, des gens de gauche. Il vous a pas échappé que le Rassemblement national n'est ni de droite ni de gauche. Merci de me permettre de le rappeler d'ailleurs. Le Rassemblement national n'est ni de droite ni de gauche. Donc ce que je souhaite, c'est que le gouvernement corresponde à c'est-à-dire qu'il y ait des ministres qui soient respectueux de la force politique que représente le Rassemblement national et ses 11 millions d'électeurs, et 2, nous irons sur le fond, c'est-à-dire sur les choix qui vont devoir être faits par ce gouvernement. Et il est évident que nous ferons ce que nous avons fait tout au long des 2 dernières années. Nous n'entendons pas changer de manière d'être, de manière de faire. Nous voterons, quelle que soit l'origine du texte, ce qui nous apparaît positif pour le pays. Nous nous abstiendrons lorsque nos amendements d'amélioration n'auront pas été pris en compte, et nous voterons évidemment contre lorsque nous pensons que les mesures qui sont mises en œuvre sont toxiques pour le pays. C'est assez simple en réalité, et ça correspond d'ailleurs fondamentalement à la manière dont doit fonctionner une démocratie. Sur quel sujet vous êtes engagé à faire son examen de conscience après les législatives? Où en est l'audit des fédérations et qu'est-ce qui va changer dans l'organisation, le fonctionnement du parti? Nous y avons travaillé tout cet été. Jordan est à pied d'œuvre. Il expliquera tout ça lors du Conseil national qui aura lieu la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez déclencher une discussion juste après le discours de politique générale, ou est-ce que vous allez laisser sa chance jusqu'au budget à M. Barnier? Je pense qu'il ne serait pas très raisonnable d'effectuer une censure après son discours de politique générale, dont je pense d'ailleurs qu'il correspondra très certainement sur un nombre de sujets non négligeables aux espérances que nous portons. Il n'y a qu'un problème, si vous voulez, c'est que nous jugerons ce gouvernement sur les actes, pas seulement sur les paroles, car nous avons été durant des décennies, nous et les Français, bercés de promesses.
bercé de belles paroles, bercé de promesses de mettre fin à l'immigration hors contrôle, bercé de promesses sur la maîtrise d'une insécurité qui est devenue insupportable pour les Français, bercé par les promesses d'attention à l'égard des Français qui ont vu baisser leur pouvoir d'achat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les actes n'ont pas suivi. Donc les paroles sont une chose, elles sont respectueuses, c'est ce que nous attendons et nous nous en réjouissons. Les actes, c'est autre chose. Et c'est sur les actes, évidemment, que nous allons juger le gouvernement, surtout que le Premier ministre a indiqué dès la passation des pouvoirs qu'il allait parler moins et agir plus. Jordan Bardella nous a dit hier que nous rentrons dans une phase de campagne permanente. Vous placez la possibilité d'avoir de nouvelles élections, lesquelles, présidentielles, législatives, dans les mois à venir. Non mais il est évident que ça ne peut pas tenir. C'est évident. C'est évident à tout le monde, à part peut-être à Emmanuel Macron, qui se berce d'illusions et fait la méthode Coué. Et il est évident que d'ici un an, nous aurons de nouvelles élections législatives. Et c'est heureux d'ailleurs. C'est heureux parce que je pense que la France a besoin d'une majorité claire. La France en a été privée par une manœuvre électorale qui a consisté à voir se désister plus de 200 candidats, mais il serait mieux tout de même qu'il existe une majorité absolue. Et ça pose la question du mode de scrutin, qui est une question que nous avons également évoquée auprès d'Emmanuel Macron. À savoir que dans un pays tripolarisé, c'est-à-dire qui, en réalité, semble se constituer, une vie politique qui semble se constituer autour de 3 blocs, on voit bien que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours n'est plus adapté et qu'il pousse d'ailleurs la classe politique, pas le RN, qui lui est toujours transparent et loyal à l'égard de ses électeurs, mais il pousse le reste de la classe politique à tromper les électeurs, à faire des accords contre nature. Il faut donc réfléchir à un mode de scrutin dont je pense qu'il doit être proportionnel. Nous sommes après tout un des seuls pays en Europe à ne pas élire nos députés avec un scrutin proportionnel. Et un scrutin proportionnel peut parfaitement être envisagé pour permettre justement l'existence d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron vous a dit OK pour une proportionnelle? Pardon, mais il me semble que ça fait 7 ans qu'il la promet. Il faudrait vraiment un gros revirement dans ces cas-là. Madame Le Pen. Bon, je vous remercie beaucoup. Voilà, Marine Le Pen qui a répondu à la presse pendant sa déambulation à Hénin-Beaumont où elle inaugure la grande braderie de la ville dans son fief des Hauts-de-France. Elle sera aussi à la tribune pour un discours beaucoup plus officiel à 11h30. Ce sera à suivre bien sûr tout à l'heure. Et on va continuer notre émission correspondant avec vous, messieurs, et je suis ravie finalement qu'on soit parti à Hénin-Beaumont écouter Marine Le Pen, parce que ça va vous faire, j'imagine, réagir. Comment vous avez écouté la présidente du Rassemblement national avec vos oreilles de journalistes étrangers? Ça confirme ce qu'on savait déjà depuis quelques jours, depuis la nomination de M. Barnier, qu'effectivement Marine Le Pen et le Rassemblement national sont au centre de la politique française aujourd'hui. Effectivement, du moment où il assure, comme Jordan Bardella l'a fait hier, qu'effectivement une motion de censure pourrait arriver à n'importe quel moment, maintenant le gouvernement de M. Barnier est celui qui est sous la tutelle du Rassemblement national. Donc Alberto le disait tout à l'heure, il y a un instant, hors antenne, Emmanuel Macron voulait marginaliser le Rassemblement national et Marine Le Pen, et en fait, il l'a mis au centre de l'échiquier politique français. Donc bravo pour les stratèges politiques à l'Élysée. Alberto, est-ce que vous pensez que c'est inédit quelque part d'avoir comme ça un pays où on a un parti, le Rassemblement national, qui est à la fois si puissant dans les coulisses et s'il n'y a pas de ministre, pas de Premier ministre, ce plafond de verre que Marine Le Pen regrette ouvertement? Si, il y a une contradiction française, clairement. L'existence d'un parti si fort que parfois on veut marginaliser, parfois on essaie de l'intégrer, c'est une anomalie objective de l'actuel fonctionnement de la démocratie française. Encore, il faut dire, à mon sens, que cette anomalie vient aussi des comportements et des contradictions des partis politiques. Parce que le Parti socialiste avait, sur
une opportunité extraordinaire de créer une situation différente. Parce que ça suffisait d'accepter Bernard Cazeneuve en tant que Premier ministre, et ça aurait marginalisé le Rassemblement national. Ça aurait créé un contexte politique complètement différent. Le Parti socialiste, M. Faure en particulier, a choisi de maintenir sa relation privilégiée de fidélité absolue vis-à-vis de M. Mélenchon, qui a été consacré une fois de plus comme le vrai chef de la gauche française, et ça a fait glisser vers l'extrême droite l'opportunité de soutenir d'une façon ou d'une autre, ou de ne pas s'opposer objectivement soutenant une autre solution pour Matignon. Donc, cette opportunité dont Marine Le Pen bénéficie est aussi la conséquence du comportement de M. Faure et du Parti socialiste, qui n'a pas su profiter de l'opportunité Cazeneuve. Christophe, Marine Le Pen, elle réclame, là, elle vient de le faire, la proportionnelle. Michel Barnier ne va pas pouvoir y couper, vous pensez? Et ça n'avantagera pas que le RN, ça avantagerait aussi la gauche. Et justement, s'il y avait eu la proportionnelle, le Parti socialiste n'aurait pas été dans les mains de Mélenchon. Puisqu'en fait, avec le système majoritaire français à 2 tours, le Parti socialiste a besoin de l'appui de LFI pour constituer un groupe parlementaire. Mais si on avait eu la proportionnelle, regardez les élections des européennes, le candidat socialiste était à 14% à peu près, enfin, Glucksmann. Dans ces eaux-là, oui. Alors que LFI n'était qu'à 9%. Si vous aviez pu reporter ces résultats sur les législatives, le premier parti de la gauche, ça aurait été le PS, et le PS aurait décidé ce qu'il voulait, comme il voulait, avec qui il voulait, en toute liberté. Et vous verrez qu'on passera à la proportionnelle. Parce que déjà, on la promet depuis longtemps. Alors après, il faut voir quelle proportionnelle, avec quel système, parce que c'est très compliqué, la proportionnelle. Hein. Je vous passe le système d'onde qui est en place en Belgique. Il y a même des mathématiciens qui ont renoncé à y réfléchir. Mais vous avez des pays où il y a de la proportionnelle intégrale, même avec 1%, vous avez des députés. Il y a des pays où avec 5% seulement, vous pouvez avoir des députés. C'est très compliqué. Mais ça a une particularité, c'est que chacun va sous sa couleur aux élections, voit ce qu'il représente, et puis ensuite, je disais tout à l'heure. Et je pense que ça fait très longtemps qu'en France, on n'a pas eu la proportionnelle, depuis 86, et puis on avait rétabli la majoritaire en 88. Bon, à mon avis, ça va passer. Et dans le même ordre d'idée, c'est la question que je vous posais avant qu'on parte écouter Marine Le Pen, se retrouver avec un Premier ministre issu d'une famille politique qui a finalement une quarantaine de députés, qui a fait 6% au second tour des législatives. Vu de l'Espagne, par exemple, c'est totalement hallucinant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Regardez ce qui se passe en Espagne. Qui gouverne? C'est un gouvernement, un parti socialiste qui est arrivé 12e, en coalition avec celui qui est arrivé 4e, et soutenu par des indépendantistes catalans, des droites et des gauches, des indépendantistes basques, des droites et des gauches, des indépendantistes galiciens, des gauches. Donc, non, en Espagne, c'est normal, entre guillemets. Par contre, ce qui est anormal, effectivement, c'est que ce gouvernement soit dépendant d'une force politique étrangère au gouvernement. Dans ce cas précis, on parlait du rôle du Rassemblement national. En Espagne, le gouvernement Sanchez tient en 1,71%, qui sont les votes qui ont été obtenus par les indépendantistes catalans de M. Puigdemont. C'est eux qui décident si ce gouvernement continue ou pas. 1,71% des votes. Vous restez avec moi parce que Correspondant continue jusqu'à 11h30 exceptionnellement, puisqu'on a écouté Marine Le Pen, on va pouvoir continuer à débattre, mais d'abord on va regarder le JT du Monde, ensuite on fera le point sur l'essentiel de l'info, et ensuite on reprendra notre débat. Dolé. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous représente rapidement nos invités. Alberto Toscano, écrivain, journaliste, notamment pour les médias italiens, pour la radio radicale italienne. Juan José Dorado, correspondant pour la télévision espagnole Hispan TV et la Regione. Et Christophe Giltet, grand reporter pour RTL Belgique. Christophe, la première tâche de Michel Barnier, on le voit, c'est de constituer un gouvernement avec la parité, avec la validation de la haute transparence de la vie publique. Déjà, c'est pas simple.
quels noms vous viennent en tête? Vous disiez que vous étiez très curieux de connaître ce gouvernement, mais est-ce que vous avez des petits noms en tête, vous, pour réussir à contenter tout le monde, ou en tout cas à braquer personne? J'ai pas de nom en tête, à part les noms qui ont circulé sur les ministres sortants qui aimeraient bien conserver leur portefeuille, comme Nicole Belloubet ou Rachida Dati. C'est pas exclu d'ailleurs, mais ça m'étonnerait qu'ils conservent leur portefeuille. Mais qu'ils reprennent des gens de l'ancienne équipe, c'est pas exclu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir, est-ce qu'il veut un gouvernement avec des poids lourds de la politique française, genre Bayrou par exemple, ou est-ce qu'il veut un gouvernement plus technique, avec des grands commis de l'État, ou des gens qui sont moins en vue? Ça, il faut pas oublier que ça, il décide quand même avec le président. Alors, pas comme dans un gouvernement classique, hein, mais le président a quand même son mot à dire, dans la mesure où c'est lui qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Puis il y aura toujours évidemment ce qu'on appelait autrefois le domaine réservé, les affaires étrangères et la défense, et là, à mon avis, le président aura un peu plus de poids. Donc, je crois qu'il va falloir patienter un petit peu, et puis on va voir s'il norme un gouvernement restreint avec une quinzaine de ministres, et puis plus tard des secrétaires d'État comme on avait vu avec Gabriel Attal. Il a fallu attendre un mois pour avoir les secrétaires d'État avec Gabriel Attal. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Michel Barnier est un homme d'expérience, qui a été très longtemps commissaire européen, qui connaît très bien le fonctionnement des systèmes parlementaires en Europe, qui connaît très bien le fonctionnement du Parlement européen. Donc on peut s'attendre peut-être à quelque chose d'un peu surprenant. Alberto Toscano, dans le pays de Giorgia Meloni, qui est à la droite de la droite, n'ayant pas peur des mots, est-ce que ça paraît cohérent qu'il n'y ait pas de Premier ministre du RN, alors que c'est le plus gros groupe à l'Assemblée, même si en termes de suffrage, c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête du second tour, qu'il n'y ait pas de ministre potentiellement tout court du RN, c'est assez peu probable, et qu'il n'y ait même pas là pour l'instant prévu à l'agenda du Premier ministre de consultation avec des représentants du RN? Le RN n'a pas la majorité au Parlement. Non. Donc il est parfaitement logique qu'un parti qui n'a pas la majorité ne puisse pas imposer. Mais il a le plus gros groupe parlementaire il a le plus gros groupe parlementaire avec 120, parce que l'autre vingtaine est du groupe parlementaire de M. Sotti. Si on joue à la proportionnelle, le problème n'est pas tellement... Je pense que le problème n'est pas tellement arithmétique. Le problème est que le Rassemblement national aujourd'hui est dans une position difficile parce que tout le monde pensait qu'il aurait eu la majorité relative, il ne l'a pas obtenu, les autres ont été capables de se coaliser contre, et maintenant il est en train de remonter la pente après qu'il avait été marginalisé le 7 juillet. Mais je crois que le problème de RN réside dans le fait que ce parti qui le 7 juillet a été mis dans une situation difficile qui n'attend pas les Italiens, parce qu'ils n'avaient pas la majorité ni relative ni absolue, aujourd'hui peut récupérer du terrain à cause des erreurs des autres, du pragmatisme et du bon sens pour maintenir leur attitude commune, une capacité de se rassembler pour isoler le RN, ils l'auraient fait. Le RN remonte la pente grâce aux erreurs des autres. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Et, donc, et les Italiens s'en aperçoivent, parce que la presse italienne, avec tous ses défauts, je crois, est capable de lire et d'interpréter cette situation. Si je vous suis, Alberto, ça veut dire que Marine Le Pen n'a pas forcément intérêt à censurer ce gouvernement tout de suite. Elle a plus de pouvoir, finalement, comme ça, qu'avec un autre gouvernement. Elle a plus de pouvoir que quelqu'un d'autre aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on a vu quel était son pouvoir lors du vote de la loi immigration. Le fait que le Rassemblement national s'est abstenu a permis justement que cette loi soit adoptée, et on a vu très bien derrière que Marine Le Pen a réclamé quand même une partie des avancées pour elle que cette loi a introduit en France au niveau du contrôle de l'immigration. Aujourd'hui, la grosse difficulté effectivement de Michel Barnier, c'est que il doit proposer des postes de ministres en CDD pour des personnes qui doivent s'engager au maximum à 10 mois, puisqu'ils savent que dans un an au plus tard, il va y avoir des nouveaux des élections. Non.
comme il est un grand négociateur, peut-être qu'il va être capable d'aller dégoter un candidat de cette gauche socialiste qui est en désaccord avec le premier secrétaire socialiste, effectivement, puisqu'il y en a un certain nombre à l'intérieur du PS qui aurait vu effectivement M. Cazeneuve peut-être en tant que Premier ministre, mais la réalité est que ça va être forcément un gouvernement rétréci, peut-être effectivement une quinzaine des membres, parce que ce sont des CDD à très court terme, et on sait qu'aujourd'hui, M. Édouard Philippe a été reçu, il n'ira pas dans un gouvernement, tout simplement parce qu'il est candidat déjà au présidentiel, comme il l'a indiqué, mais c'est vrai que ce qui reste à faire, c'est combien des membres de l'ancien gouvernement ou de la majorité, ex-majorité présidentielle vont rester dans le gouvernement de M. Barnier, puisque vous l'avez rappelé, effectivement, les Républicains, ils n'ont que 47 députés à l'Assemblée nationale. Christophe, Marine Le Pen, ce matin, a redit qu'elle attendait des actes, etc. On lit beaucoup que Michel Barnier est dans la main du RN. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Ou est-ce qu'il est plus malin que ça? A priori, comme ça, on se dit, bah oui, on a donné les clés de l'Assemblée nationale à Marine Le Pen. Et ça, c'est théorique. Parce que, comment dirais-je, la motion de censure, c'est un peu un pistolet à un coup. Imaginons que la gauche décide de, comme elle l'a toujours annoncé, de déclencher une motion de censure. Très bien. Est-ce que le Front National va la voter? Rassemblement National, pardon. Probablement pas, c'est ce que disait Marine Le Pen. Et quoi? Eh ben, on dira alors, le gouvernement est dans la main de Marine Le Pen. Oui, mais non. Parce que si Marine Le Pen, elle, décide de déposer plus tard une motion de censure, bah, il n'est pas du tout sûr que la gauche la vote. Et même si une partie des NPF veulent la voter pour renverser Barnier parce qu'ils l'aiment pas, parce qu'ils s'estiment frustrés et tout, pas du tout sûr qu'il n'y ait pas quelques socialistes qui s'abstiendront, voire les écologistes, parce qu'ils sont pas du tout unis. Et donc, en fait, la clé qu'a Marine Le Pen, elle est limite, quoi. Hein, elle l'a théoriquement, mais c'est pas sûr qu'elle marche. De surcroît, au niveau de l'image, comme le Front National est dédiabolisé maintenant, on l'a suffisamment dit, et comme elle cherche à se donner une image de respectabilité dans la perspective de la présidentielle, elle n'a pas forcément intérêt à renverser le gouvernement. Elle veut agir en femme d'État. Et donc il faudrait, à mon avis, une vraie crise, une vraie tension, ou que Michel Barnier ne respecte aucun des points qu'elle a signifiés visiblement dans son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Moi, j'y crois pas trop. Il y a la clé, mais c'est pas sûr qu'elle serve. C'est pas sûr qu'elle tourne dans la serrure. Alberto, si on regarde bien, si on écoute ce que dit Christophe, est-ce que ça veut dire qu'avec tout ça, Michel Barnier, il va être pieds et poings liés dans l'immobilisme en essayant de contenter tout le monde pour pas avoir de motion? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut juste qu'il fasse attention sur les dossiers chauds qui arrivent, le budget, les retraites, l'assurance chômage, de ne pas mettre dans le même lot de mécontents le RN, en tout cas l'extrême droite à l'Assemblée, et l'extrême gauche à l'Assemblée? C'est deux questions. La gauche. La première, immobilisme. Michel Barnier ne peut pas se permettre le luxe de l'immobilisme parce que la France doit préparer un budget et l'envoyer à Bruxelles. Et si la France ne fait pas ça, et si elle ne le fait pas sérieusement, elle paye un prix. Afrique. La France a 3100 milliards d'euros de dette, l'Italie a 2900 milliards d'euros de dette. L'Italie paye 80 milliards d'intérêts par an et la France 40 milliards. Et elle vient de demander un nouveau sursis pour déposer son plan. Les Français ont des bénéfices réels suite à leur crédibilité. S'ils perdent leur crédibilité, ils perdent de l'argent. Ils vont payer leurs dettes comme les Italiens, c'est-à-dire 40 milliards de plus par an. Donc, Michel Barnier doit respecter certaines choses, doit envoyer à Bruxelles, mais aussi au marché financier international, parce que c'est vérité. D'où l'intérêt de nommer quelqu'un qui connaît Bruxelles par cœur. D'où l'intérêt de présenter un budget sérieux et de nommer quelqu'un qui soit une garantie sur le... Donc, et là, je viens brièvement à la deuxième partie de votre question. Exactement, la composition du gouvernement doit être une composition sérieuse et Michel Barnier a l'expérience politique pour être un excellent négociateur et quelqu'un qui
est capable de trouver des solutions, même quand pour les autres sont difficiles. Donc, le dossier est très ouvert. Tout ça est en tout cas parfaitement inédit sous la Ve République, à tel point qu'on s'aperçoit qu'il y a des points que la Constitution n'a même pas prévus. Et quelle image ça renvoie des Français, de la France, Juan Rosé, des Gaulois qui font n'importe quoi, des punks, un pays avec un président qui joue à la roulette russe? Alors, c'est un président qui... Ou en Espagne, c'est finalement des péripéties qui ressemblent à quelque chose de normal. Enfin, pas normal, c'est-à-dire que vu ce que nous avons de la France, c'est vrai, c'est peut-être un président qui joue à la roulette russe. Ça, d'accord, je pense qu'on le pense assez souvent et pratiquement tous en dehors des frontières françaises. Par la suite, c'est vrai que Emmanuel Macron a devant lui une année assez compliquée. Je ne parle pas des 3 années assez compliquées, on verra ce qui se passe après les prochaines élections. Mais en tout cas, ce qui attend à M. Barnier et à ce nouveau gouvernement reste compliqué. Il n'y a pas de l'immobilisme dans le gouvernement, certainement, mais il a les poings, les mains liés. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, il va prendre des mesures, M. Barnier, qui sont, entre guillemets, populaires. Je pense qu'il va y avoir une petite réforme de retraite, parce que ça, une certaine partie de la gauche peut s'abstenir à un moment donné, effectivement, et donc cette réforme pourrait avancer. Il ne va pas y avoir annulation de la réforme telle qu'elle a été votée par les passés, mais en tout cas, M. Barnier a devant lui, même si c'est un expert négociateur après le Brexit, il a devant lui quelque chose de très compliqué. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il ne prétend pas, au moins pour l'instant, être candidat à la présidentielle, à une future présidentielle. Et je dis pour l'instant, puisqu'on sait que la réussite de M. Barnier, qui avait été à un moment donné la réussite d'un ancien Premier ministre qui s'est présenté par la suite face à son grand collègue M. Chirac, fait qu'il pourrait y avoir d'autres ambitions derrière. Mais pour l'instant, c'est vrai que M. Barnier, son premier atout, c'est qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Et ça, c'est important. Et puis, il y a eu le Brexit, il y a son expérience en Europe, et ça peut apporter quand même de la crédibilité à un gouvernement français qu'on en a besoin depuis 2 mois. Christophe, comment vous pensez que va se dérouler la cohabitation, ou plutôt la coexistence exigeante, pour reprendre les mots de l'Élysée, entre Michel Barnier et Emmanuel Macron? On n'est pas dans une cohabitation dure, clairement. Est-ce qu'on est pour autant dans une cohabitation de velours? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Il n'est pas exclu que Emmanuel Macron, qui a parfois des côtés sale gamin comme ça. Jupiter, quoi, avec son éclair. Oui, pas seulement Jupiter, mais qui a des côtés ado attardés, bien tenter des trucs, jeter des pavés dans la mare, comme ça. Il n'est pas exclu que, effectivement, des fois, ils mettent quelques petites bananes, pots de bananes sous les pas de Michel Barnier. Cela dit, ce sont 2 hommes intelligents, de caractère tous les deux. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer 2 ou 3 fois Michel Barnier dans sa carrière, notamment quand il était commissaire européen. C'est pas un rigolo, hein. C'est du lourd. Et il connaît bien ses dossiers. Et donc là, on joue dans la catégorie super première division. Et donc, je pense que, c'est vrai, vous connaissez l'expression, il ne faut pas 2 crocodiles dans le même marigot, mais ils peuvent se supporter un moment. Et je pense qu'ils vont probablement se supporter 10 mois, parce que c'est dans l'intérêt des 2. Sur les premières dizaines d'heures là depuis sa nomination, est-ce que Michel Barnier, d'ailleurs, il n'a pas l'intelligence quand même d'être Macron compatible, RN compatible, et en même temps d'être absolument l'anti-Attal et l'anti-Jupiter? Je pense que si je suis le destinataire de cette question, je pense que vraiment il ne peut pas se permettre le luxe de trop de questions de cette nature. Il doit résoudre des problèmes très concrets. Composer un gouvernement, faire son discours au Parlement et gérer le budget. C'est très impératif et là, je pense qu'il doit se concentrer absolument sur ça, la relation avec Macron, la relation, la gestion de ce futur national, le futur de ces 10 mois ou plus. C'est un autre discours. Là, c'est vraiment quelqu'un qui doit résoudre les problèmes immédiats, hyper immédiats. Et tout passe par là, et ces problèmes immédiats, pour ceux qui regardent la composition du gouvernement, évidemment, comme Christophe l'a dit, les défenses, et comme toi aussi tu m'as dit, j'arrive en 3e, la défense et les affaires étrangères seront demain réservées ou presque du président de la République. Emmanuel Macron voudra contrôler surtout les responsables de ces 2 fauteuils,
Et pour le reste, j'imagine qu'il y aura pas mal de hauts fonctionnaires, de technocrates dans certains ministères, parce que quel homme politique de premier plan va jouer son avenir sur un gouvernement qui peut durer seulement quelques semaines ou quelques mois. Alors justement, Juan Rosé, est-ce que pour LR, c'est pas un peu qui tout double? C'est-à-dire que finalement, soit on prend le poste que personne ne veut parce que c'est trop casse-gueule, mais on y arrive, et là c'est la résurrection pour les Républicains avant 2027, soit on se crache et c'est la fin de la fin. J'ai pensé, quand on a vu la nomination de M. Barnier, je me suis dit, il a réussi à faire exploser à un moment donné la gauche, M. Macron, et là il va réussir à faire exploser la droite à nouveau. Parce qu'effectivement, ça se joue à quitte double pour les Républicains. En même temps, ils sont coincés, parce que M. Barnier étant un républicain, les succès de M. Barnier, ils peuvent entre guillemets les réclamer, mais c'est surtout le macronisme qui va les réclamer. Et donc, pour eux, c'est très compliqué. Ça dépendra aussi de ce qu'arrive à faire M. Ciotti, qui reste quand même 16 députés à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas beaucoup. Ça veut dire que si Michel Barnier réussit, Emmanuel Macron va dire c'est moi, c'est les macronistes, et s'il rate, Emmanuel Macron va dire, ah ben voyez, c'est les LR. C'est LR, d'autant plus que de toute façon, M. Barnier va devoir aller chercher des candidats aux différents ministères chez les Républicains, peut-être quelques socialistes à la marge, mais aussi des macronistes qui vient des droites, qui vient de LR, parce qu'on oublie souvent, parfois, mais c'est vrai que la Renaissance aujourd'hui est formée essentiellement des élus et des députés qui viennent de la droite. Donc, c'est ADN de droite compatible avec M. Macron est une réalité. Donc, il le joue à quitte double. Mais j'ai peur pour les Républicains que ce quitte double se termine plutôt en quitte et qu'ils perdent encore la moitié des députés dans une prochaine élection législative dans 10 mois. Voire en quitte qualité. Des milliers de manifestants ont défilé hier dans toute la France contre la nomination de Michel Barnier, qui était vécu comme un contournement du verdict des législatives. Vous voyez ça comment, Christophe? Plutôt comme un baroud d'honneur ou comme le symptôme d'une France impuissante, d'électeurs impuissants? Surtout les électeurs de gauche, mais aussi finalement à l'extrême droite, face aux élites du pouvoir? Bon, alors d'abord, il y a toujours le débat habituel sur les chiffres, 5 000 d'un côté, 300 000 de l'autre, et même 300 000 sur l'ensemble de la France, c'est pas énorme. Hein. On a connu en France, dans des périodes de crise, des manifestations avec des millions de gens. On n'est pas sur un chaudron social type gilets jaunes. Les socialistes n'ont pas soutenu cette manifestation, n'y ont pas participé. Ni la CGT, ni la CFDT. Donc c'est LFI avec LFI et LFI, hein, et un peu les écologistes aussi. Et les étudiants. Mais ça représente quand même pas une majorité de Français. Alors peut-être qu'ils vont faire des manifestations, ça c'est déjà vu dans l'histoire, hein, des manifestations tous les week-ends, régulièrement, etc. Je pense pas que ça soit déterminant. Ils n'ont pas, comment dirais-je, bouleversé le pays, coincé le pays, bloqué le pays. On n'est pas dans les grèves, par exemple, de 95, qui avaient complètement paralysé la France, qui avaient 2 ans après abouti à la chute de Juppé. Donc voilà, maintenant on va voir, hein, ils ont une capacité de mobilisation, mais assez restreinte quand même. Et d'ailleurs... Et puis, dernière chose, je pense que les Français sont soulagés d'avoir un Premier ministre et un gouvernement, et les choses vont commencer. Et le travail va commencer à Simon. Si Barnier réussit, il va installer son gouvernement, et il sera le Premier ministre de la France et de tous les Français. Et d'ailleurs, les sondages, les derniers sondages confortent exactement ce que vous êtes en train de dire, puisque ce matin, on sait que 52% des Français sont satisfaits d'avoir Michel Barnier comme Premier ministre. Alors, on ne sait pas s'ils sont satisfaits d'avoir Michel Barnier comme Premier ministre ou satisfaits d'avoir un Premier ministre tout court, mais en tout cas, il est plutôt bien accueilli. Il a le même score à ce type d'exercice de sondage que Gabriel Attal il y a 8 mois. Donc, il part pas du tout avec un handicap, Michel Barnier. Michel Barnier a une personnalité politique de tout premier plan, qui a montré ses capacités dans des situations... Vous êtes fan, Alberto? Non, pas comme ça, mais quelqu'un qui a géré le Brexit, l'union bancaire et plein d'autres choses, donc je crois que la personne mérite... évidemment, le contexte est un contexte pour lui extrêmement difficile. Cette attitude, cette dépendance objective de l'attitude du Rassemblement national est une épée de Damoclès, ça c'est sûr.
Mais les points forts de Michel Barnier sont son expérience personnelle, à mon sens, et les conditions objectives qui imposent à la France d'avoir un budget et d'avoir un gouvernement. D'où le sens, je crois pas que c'est une satisfaction, mais c'est un soulagement, comme le terme que vous venez d'utiliser, par rapport au fait d'avoir finalement un gouvernement, parce que c'était quand même une anomalie, le fait d'avoir un gouvernement pour la gestion des affaires courantes, qui était obligé de gérer bien plus que les affaires courantes. Non, le nouveau gouvernement est malgré tout un pas vers la normalisation du pays. Encore faut-il remarquer que ce pays ne peut pas être normalisé parce qu'il est dans une atmosphère de préélectorale permanente. Et ça provoque des tensions continues, parce que là, on passe déjà au présidentiel. Et Mélenchon a dans sa tête le but du présidentiel. Il veut arriver au second tour de présidentiel. Marine Le Pen rêve du second tour de présidentiel. On peut imaginer peut-être des législatives anticipées dans 10 mois. Enfin, c'est un pays qui résout complètement dans une atmosphère électorale. Et ça, c'est mortifère pour le choix des politiques. Pour choisir une politique est une chose de moyen long terme. Et là, la France n'arrive pas à se payer le luxe du long terme parce qu'elle a toujours une élection anticipée ou pas anticipée à courte échéance. Juan Rosé, vous qui avez l'habitude d'un pays où on n'a pas forcément une majorité absolue pour gouverner, quels sont les tips, comme on dit, les trucs et astuces que vous donneriez à Michel Barnier? D'abord pour choisir ses ministres, parce que ce sont les ministres qui vont présenter les lois à l'Assemblée, donc peut-être aussi que le choix des personnes est important. Le choix des personnes est important, même si ce choix va être limité, comme je vous disais, par rapport au CDD qu'il propose aux différents ministres. Après, il faut de la patience. Il y a toujours des gens qui sont volontaires pour être ministres quand même. Ça se refuse pas. Oui, dis-moi, parce qu'on peut se construire une carrière derrière, mais quand on doit se construire une carrière derrière, c'est qu'on ne l'a pas encore, et donc ou alors on a très confiance en soi et on se dit je vais être brillant et ça va marcher. C'est compliqué. Mais la situation actuelle montre quand même, ce qu'on a vécu dans ces derniers mois, montre quand même deux choses. La première, c'est que ce sont les limites de la Ve République telle qu'on la connaissait jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez indiqué, il y a parfois des choses qui n'ont pas été prévues par la Constitution. Et donc cette situation montre quelles sont les limites de la Ve République. Et donc il va falloir passer dans quelques mois, dans quelques années, à revoir cette Ve République. Après, c'est vrai que Michel Barnier a quand même un grand travail devant lui, pour la France, mais surtout ce qui m'inquiète suite à la manifestation d'hier, par exemple, c'est que quand vous entendiez les manifestants, ils parlaient de trahison démocratique, trahison des lois, trahison de l'esprit de la loi, de la République, etc. Quand vous parlez avec des électeurs qui ont voté plutôt Renaissance ou qui ont voté les Républicains, ils ne parlent pas des trahisons, mais ils reconnaissent parfois qu'on a tordu l'esprit de la loi, l'esprit de la République, l'esprit de la démocratie. Et c'est ça qui est dommage, c'est que cette situation aujourd'hui laisse un goût amer dans la population française. Et je finis avec ça. Il y avait une pancarte hier dans la manifestation de quelqu'un qui disait « Je vends ma carte électorale ». Elle a été utilisée, mais elle n'a servi à rien. Donc cette idée que le fait d'aller voter, ça ne sert à rien, petit à petit cale dans la population française. Et ça serait dommage et très douloureux pour la République. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur le plateau de correspondance ce matin. Alberto Toscano, Juan José Dorado et Christophe Gillet. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et merci aussi d'avoir commenté avec moi la rentrée parlementaire de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Elle déambulait ce matin dans les rues de la ville.